Merci beaucoup. Bonsoir. Si j'avais imaginé un jour être là et vous ici, surtout vous, madame, qui m'avait mis un 2,5 en droit civil, qui compte double, si je me rappelle bien. Merci, monsieur. Moi, je vous mettrai un 6. Je vous mettrai un 6 parce que c'est un peu grâce à vous que je suis là. Vous qui avez été mes professeurs, ou mes amis, ou mes camarades de classe, plus jeunes ou moins jeunes, je suis particulièrement ému d'être là parce que je peux vous parler de pourquoi j'ai fait du droit. Et peut-être que cette apparition ici permettra qu'on ne me pose plus jamais la question. C'est une question qui revient souvent, on me dit, dans différents pays, je reviens de Colombie, ou encore on me disait, mais je ne comprends pas, pourquoi vous faites du droit pour devenir un écrivain à la fin? Comme si j'avais gâché, lamentablement, 5 ans de ma vie en étant sur les bancs de l'université. Et je me suis posé la question, parce que pour moi c'était évident, pourquoi du droit ou pourquoi pas, ou au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ce qu'on veut de sa propre vie? Et puis, à force de voir des gens qui me demandaient, et qui étaient étonnés vraiment, et qui se demandaient, mais est-ce qu'au fond, c'est pas du temps perdu, ou est-ce que vous allez faire du droit après ça? Ou est-ce qu'il y a un projet secret peut-être qu'on ne connaît pas encore? Ou est-ce que vous avez imaginé qu'en faisant du droit, vous pourriez écrire des livres? Ou est-ce que le fait qu'on puisse imaginer qu'il y a un côté polar un peu dans ce que vous écrivez, ce que je conteste, pourrait donner une justification à vos études de droit? Et je crois qu'il n'y a pas grand-chose de certain dans la vie. J'aimerais citer le président Obama, qui a dit à peu près ceci, et je tronque un peu sa phrase, il a dit « Dans la vie, il n'y a que 2 choses absolument certaines, les impôts et la mort ». Et je dois vous dire que j'y crois assez, que je crois volontiers à cette idée qu'on vit dans une incertitude absolue jusqu'à ce qu'on arrive soit à la fin de l'année et qu'on doive payer nos impôts, soit à la fin de la vie, mais qu'en dehors de ces 2 événements, on est face à soi-même et qu'on a quand même le devoir de se poser les bonnes questions. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler à travers de mon parcours, que je vais résumer brièvement, mais pour vous raconter pourquoi je crois vraiment en une valeur très importante, qui est non pas le succès, mais l'échec, qui est, à mon avis, une valeur beaucoup plus tangible, beaucoup plus forte, beaucoup plus importante, de laquelle on apprend beaucoup plus que le succès en lui-même. Et si je vous résume mon parcours brièvement, sans que ça n'enlève rien au plaisir que j'ai eu de fréquenter cette université, j'ai eu un parcours très classique, école, primaire, cycle, collège. Alors après le collège, j'avais envie de faire les cours Florent. Je suis parti à Paris 1 an, ça ne s'est pas très bien passé. J'ai réalisé que j'avais quand même envie de faire des études universitaires. Je me suis inscrit en faculté de droit. Pourquoi le droit? Pour beaucoup de raisons, mais parce que j'avais un intérêt certain pour le droit, pour la politique, dans le vrai sens du mot, c'est-à-dire dans ce qui fait que notre société fonctionne. Que le droit est aussi quelque chose qu'on utilise souvent, que ma famille est ancrée dans le droit, de mon arrière-grand-père à mon oncle, cousin, cousine. Donc j'avais quand même un lien avec ce droit. Et j'ai fait la première année de droit, qui s'est bien passée. Je n'ai pas travaillé extraordinairement bien, je n'ai pas travaillé beaucoup. J'ai la chance d'avoir de la facilité scolaire. Donc j'ai passé ma première année, et je suis passé en 2e année, et que j'ai réussi aussi dans des conditions à peu près similaires, et puis en 3e année, que j'ai réussi aussi, malgré mon 2,5 en droit civil. Et puis j'ai eu mon bachelor, et puis 4e et 5e année, enfin les 2 années de master, qui se terminent par un master en droit. Donc c'est-à-dire que de toute ma scolarité, succès total, je n'ai pas connu d'échec, je n'ai pas doublé, tout s'est bien passé. Et quand je finis le master, je me dis, mais au fond, je n'ai pas envie d'aller plus loin. Je me dis, je n'ai pas envie de continuer avec ce qui serait, dans ce que les gens estiment qu'il est la suite de la procédure, qui serait l'école d'avocature, un stage et le barreau. Ça ne me passionnait pas. J'avais pas ce feu sacré. Et j'ai décidé de poursuivre dans une voie dans laquelle j'avais connu jusque-là un échec absolu, total, c'est l'écriture. J'ai commencé l'écriture, j'ai toujours aimé écrire, mais j'ai commencé vraiment le processus d'écrire tous les jours de façon intense à peu près à la fin de mon cours Florent, c'est-à-dire juste un peu avant de commencer
ma fac de droit. Et j'ai écrit un premier roman en première année que j'ai envoyé à des éditeurs, échec total. Tous les éditeurs me disent non, merci beaucoup. Et puis deuxième année de droit, j'écris un deuxième roman que j'envoie à tous les éditeurs qui me disent non, merci beaucoup. Puis troisième année de droit, j'écris un troisième roman que j'envoie à tous les éditeurs qui me disent non, merci beaucoup. Puis quatrième année de droit, un quatrième roman, tous les éditeurs me disent non, merci beaucoup. Cinquième année de droit, master en droit. Cinquième roman, non, merci beaucoup. Donc académiquement parlant, succès extraordinaire, 5 sur 5 si vous voulez. Littérairement parlant, catastrophe totale, échec. Et pourtant, quelque chose en moi me fait me dire, mais c'est absolument la voie que je dois prendre. Et si je devais vous dire aujourd'hui pourquoi, la raison est simple, parce que je peux vous expliquer pour chacun de ces romans pourquoi ils ont été refusés par les éditeurs. Je peux vous expliquer le chemin entre ces 5 romans. Je peux vous expliquer le chemin de ces 5 romans jusqu'au 6e Kébert. Je ne peux pas vous expliquer mon succès académique, limité, relatif, hein, je ne me lance pas de fleurs, mais je ne peux pas vous expliquer vraiment pourquoi j'ai réussi mes 5 années de droit autrement que par la chance d'avoir de la facilité, autrement que par de l'intérêt aussi, mais qui sont une espèce de magma de choses et d'éléments sur lesquels je n'ai pas de maîtrise. Je n'ai pas de maîtrise sur le succès, je n'ai pas de maîtrise sur le fait que plusieurs millions de personnes ont acheté La Vérité sur l'affaire Harry Kébert. Je n'ai aucune maîtrise sur ça. Je ne peux pas vous dire pourquoi, et on me le demande souvent, pourquoi Kébert est un succès. Je ne peux pas vous dire, parce que je n'ai pas de maîtrise sur ça. Et du succès de Kébert, à part un plaisir immense et la chance d'être devant vous ici ce soir, je ne retire pas grand-chose comme apprentissage sur moi-même, alors que de tous mes échecs passés, je sais exactement pourquoi et comment. Et je crois que ça m'a convaincu véritablement de me lancer dans l'écriture. Je crois que ça m'a convaincu parce que, au moins, je savais ce que je faisais. J'avais une maîtrise sur ça. Parce qu'on a une maîtrise beaucoup plus grande de l'échec qu'on l'a du succès, puisque l'échec, si on arrive à se l'approprier, est un élément positif sur sa propre vie, alors que le succès, qui a aussi une connotation positive évidemment, est quelque chose qui ne nous appartient pas vraiment. Et du coup, de cet échec, j'ai eu envie de réfléchir un peu et de me rendre compte que l'échec demandait aussi une part de responsabilité. Et il y a un lien assez important que je fais entre ces deux choses, entre l'échec, oser, essayer, et prendre la responsabilité de l'échec, d'avoir osé, d'avoir essayé. Et je dois vous dire, et j'ai noté ici, j'aimerais le citer pour ne pas trahir ces mots, le philosophe Charles Pépin a expliqué l'échec. Et j'aimerais le citer parce que je crois que c'est très important. Il est là. Oui, j'ai imprimé tout ça dans le désordre total, excusez-moi. Il dit que l'échec doit répondre à des valeurs qui permettent de rendre cet échec vertueux, existant. Vertueux, c'est-à-dire qu'il va nous apporter quelque chose pour de bon. Et la première chose, la plus importante peut-être, c'est d'éviter le déni de l'échec, qui est quelque chose qu'on aimerait tous pouvoir faire. Mais les gens qui vous disent « je n'ai jamais connu d'échec », ce sont des ratés probablement. On ne peut pas ne pas connaître l'échec. On ne peut pas se développer sans connaître l'échec. Mais il faut commencer par considérer l'échec et le voir. Et se dire, voilà, il est là, il existe vraiment, et il est à moi, et il m'est arrivé à moi. Et puis la deuxième chose, c'est que cet échec, il ne faut pas en faire un échec de soi-même. Ce n'est pas moi qui échoue, ce n'est pas moi, Joël, qui suis nul. C'est mon projet. C'est mon projet de roman qui n'a pas fonctionné comme j'aurais voulu qu'il marche, qui est un concept très différent. Et puis la troisième chose, et la plus importante, c'est être capable de penser à cet échec, c'est-à-dire ce que les Américains disent « brainstormer ». Je ne sais pas s'il y a un mot français qui rend hommage autant que les Américains le font à ce mot, qui voudrait dire se mettre cet échec dans la tête, et y réfléchir, et prendre le temps de le comprendre, et prendre le temps de voir ce qui peut nous apporter à nous. Et avec ces trois éléments, je crois que l'échec devient alors quelque chose de très important. Il devient quelque chose qui nous rend un tout petit peu plus forts et qui nous rend un tout petit peu plus conscients de ce qu'on aimerait faire. La responsabilité dans l'échec, elle est très importante. Je vous le disais avant par rapport à la capacité qu'on va développer à faire le pas suivant. Et la responsabilité de l'échec, malheureusement, elle ne peut pas se produire quand il y a un succès. Et je pense que c'est le drame peut-être de ceux qui passeraient les étapes de la vie avec succès,
ou en tout cas sans connaître un échec, ce qui peut être très légèrement différent, mais où l'incidence est quasiment la même. C'est-à-dire que tant que vous réussissez, tant que vous ne passez pas par ces 3 étapes du l'échec vertueux qui vous fait peut-être penser hors de la boîte, ça veut dire que vous continuez sur une ligne droite. Ça veut dire que vous ne vous arrêtez pas. Et ça veut dire peut-être que ça vous empêche de vous poser les questions les plus importantes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais faire? Et on n'est pas aidé. On n'est pas aidé puisqu'on vit dans une société, dans un monde qui bannit l'échec, ou en tout cas qui le regarde d'un air un peu inquiet, qui aime le succès. Le succès, c'est très bien. Le succès, bravo. Le succès est important. L'échec, ah, ça va pas. Ah, le petit a raté une année d'école, ah, ça va pas. Ah, il a raté ses examens universitaires, ah, ça ne va pas. On m'a dit, il me semble, ma première année de droit, et si des gens étaient avec moi, d'abord je les salue, et ensuite peut-être qu'ils me diront le contraire, mais il me semble que le doyen de l'époque nous avait dit, on était quelque chose comme 400, c'est possible, en première année, 400 personnes, et le doyen nous avait dit le premier jour, attention, c'était pas vous, madame, vous étiez très bien. Il était très bien aussi. Il nous dit, attention, taux d'échec très important, en deuxième année, vous serez probablement plus que 300 ou 250, quelque chose comme ça. Alors on peut le voir de deux façons, on peut le voir comme un drame terrible. 200 personnes vont être en situation d'échec. C'est un drame, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie? Tout le monde est très inquiet, les parents appellent les cousins et les oncles et tantes, qu'est-ce qu'il va faire? Il a raté droit sa première année, etc. Ou alors, on peut le voir comme la chance extraordinaire, contrairement à ceux qui auraient passé, et qui sont emportés un peu dans le cycle de la vie et du succès, de se dire « moi j'ai réussi une première année, puis une deuxième, une troisième, et puis le vent me portera bien, je verrai où ». Ceux qui ont échoué ont la possibilité de se poser la vraie question, de se dire « mais est-ce que je voulais vraiment faire ça ? Est-ce que vraiment le droit, ou la médecine, ou la géologie, ou peu importe quelle est la branche, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire de ma vie ?» Et si la réponse est oui, est-ce que ce n'est pas l'occasion définitive de se donner les moyens d'aller au bout de ça? Et si la réponse est non, est-ce que ce n'est pas une chance extraordinaire d'avoir pu être réaiguillé en première année, plutôt que d'attendre 4, 5, 6 ans, 10 ans, une vie entière, pour se poser les vraies questions? Et on n'est pas aidé, comme je vous le disais, puisqu'on est dans un monde où le succès est plus important que l'échec, où l'échec est vu comme quelque chose de dangereux, de néfaste. Et je vois souvent, il y a peut-être des parents ici à qui je couperai l'herbe sous le pied. Pardon. Ça m'arrive très souvent d'avoir des parents qui viennent et qui me disent « Oh, mon fils a 19 ans, il ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie, qu'est-ce que je dois faire ?» Drame terrible, il ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie. Mais heureusement qu'il ne sait pas encore ce qu'il veut faire de sa vie. Ça va lui laisser une possibilité, une infinité de choix absolument extraordinaires. On ne peut pas décider à 19 ou 20 ans, on ne peut pas décider de façon absolue, on ne peut pas faire le serment solennel qu'on ne pourra jamais briser, de se dire « j'ai décidé droit, j'ai décidé médecine, j'ai décidé géologie, ou j'ai décidé peu importe quoi, et je m'y tiendrai jusqu'à ce que mort s'en suive ». On ne peut pas attendre de ça des gens. Tout ce qu'on peut attendre d'eux, c'est qu'ils essayent, c'est qu'ils se donnent une chance, c'est qu'ils découvrent ce qui leur plaît ou ce qui leur plaît pas. Mais il faut impérativement laisser aux gens la possibilité d'abord de choisir, mais surtout de se tromper. C'est ça que je viens vous dire. C'est que s'il choisit une branche et qu'il échoue ou qu'il n'aime pas, ou qu'il fait un bachelor ou un master ou un doctorat et que finalement il décide de faire autre chose, mais tant mieux. Il faut laisser un tout petit peu le chemin de la vie se paver de lui-même. On ne peut pas exiger des gens, on ne peut pas mettre une pression sur les gens pour décider à leur place de ce qu'ils doivent faire ou pas. On ne peut pas venir me dire « mais quand même, tu as un master en droit, tu as fait tout ça, fais encore le barreau, deviens avocat, ta voix est tracée ». Personne ne peut me dire ça. Et qu'est-ce qui se passe si vous venez me dire ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si des gens viennent me mettre la pression en me disant « non, pense à ta situation, à la sécurité de l'emploi, comme c'est important de bâtir sa vie de façon très attentive, en mettant des balises sûres ». Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous m'enlevez ma responsabilité. Vous m'enlevez ma responsabilité de décider de façon absolue de ce que je veux faire ou de ce que je ne veux pas faire. Et je crois très sincèrement que tant qu'on est dans une société où l'échec n'est pas valorisé, ou en tout cas n'est pas plus valorisé que le succès, on est dans une société qui refuse de donner à chacun de nous la responsabilité qui nous incombe pour nous-mêmes, d'abord, de mener notre vie à bien, et puis pour la société ensuite, c'est-à-dire dans le fonctionnement
Parce que si je n'ai pas décidé de ce que je veux faire, et on connaît tous des gens qui avaient envie d'être, je ne sais pas, comme ci ou comme ça, et leurs parents leur ont dit non, fais médecine, c'est beaucoup mieux, ou fais droit, c'est très bien, et puis qui ont fait ce qu'on leur a dit de faire, et qui aujourd'hui nourrissent des générations de psychiatres en leur disant « Ah, mais vraiment, j'avais tellement envie de faire ça et je ne l'ai pas fait ». Et ces gens-là, on leur a volé leur responsabilité. Et je crois que quand on n'a pas la responsabilité de soi-même, on n'est pas capable d'assumer la responsabilité collective qui nous incombe, à nous tous, dans la société dans laquelle on vit, de prendre soin les uns des autres. Et j'aimerais faire une petite parenthèse, parce qu'il y a quand même un sujet qui m'inquiète un peu, c'est qu'il existe un outil diabolique et phénoménal de déresponsabilisation utilisé tous les jours par 2 milliards de personnes et qui s'appelle Facebook. Et Facebook, si vous ne le savez pas, c'est une espèce de caverne dans laquelle on se met, dans laquelle on passerait, j'ai lu un article, je citerai mes sources, mais c'est Slate, 2000 heures par année, donc une caverne dans laquelle on se met, et dans laquelle on passe son temps à se regarder, à essayer d'être aimé des autres, et à s'insulter sur des sujets politiques qui nous concernent de façon très, très importante. Et je suis très inquiet. Je suis très inquiet de voir ça, parce que Facebook, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout se remettre à l'autre. Facebook, c'est vouloir faire valider ses choix de vie par des gens qu'on ne connaît pas, à qui on a désespérément mendié leur amitié pour arriver à 500, 1000, 1500 personnes, et essayer de faire une espèce de cumul de likes qui signifierait que notre vie est OK. Je suis ici, beaucoup de likes, validation, ouf, je peux être content. J'ai mangé une salade, beaucoup de likes, validation, je peux être content. C'est triste ce qui se passe, beaucoup de likes, validation collective, tout va bien. Et on oublie complètement sa responsabilité à ce moment-là. Parce que moi, je vous demande à vous, aimez-moi, est-ce que je vous conviens? Moi, je signe des livres toujours avec plaisir, mais il y a une question qui me taraude, c'est les selfies avec des gens qui font 4 ou 5 photos pour choisir la bonne, pour ensuite mettre un filtre, pour montrer, dire « Regarde ce que j'ai fait, super like, aimez-moi s'il vous plaît ». Et je me dis, est-ce que vraiment on est arrivé en 2017 pour ça? Est-ce que vraiment il y a eu les Mayas, les temples Mayas, les pyramides d'Égypte, il y a eu les vaccins, il y a eu les avions, on est allé sur la Lune, il y a eu Google et Internet, tout ça pour se promener avec un selfie stick. Et je crois qu'on ne peut pas accepter ça. Et on a une verrée après dehors. Et je serais très heureux de vous signer des livres et de parler avec vous. Et je serais très heureux, je serais très heureux de faire une photo avec vous, si cette photo a du sens pour vous. Vous voulez la mettre dans votre salon ou la regarder en vous disant, vous voyez vous rire, en vous disant, ah c'était sympathique, j'ai vu cette conférence de ce brave type, j'étais en droit avec lui par exemple. Mais si c'est pour la mettre sur Facebook, pour aller à la recherche de l'autre qui valide votre propre vie, on ne peut pas faire ça. Je vous le dis honnêtement, c'est du mal que vous vous faites à vous-même. C'est renoncer vous-même à décider de ce que vous voulez faire. Et ça, c'est dommageable pour vous, et comme je vous le disais aussi, pour les autres. Pourquoi? Parce que dans une société basée sur les autres, basée sur le rejet de ma responsabilité à moi, on est donc sur une société qui est, j'ai l'impression, le schéma qui se dessine un peu, une société qui renonce. La fin de ma responsabilité, c'est la fin de l'esprit critique. Puisque je n'ai plus de responsabilité envers moi-même et envers vous, alors je me laisse faire. J'attends que vous me disiez si ce que j'ai fait c'est bien, par des likes, ou je ne vote pas. Je ne vote pas parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, on vote trop. De toute façon, c'est des pourris. Et de toute façon, il ne peut rien se passer de mal, puisqu'il y aura toujours des autres qui voteront et qui feront en sorte que la démocratie gagne, que les vraies valeurs gagnent. Mais vous savez ce que ça veut dire? Pour moi, ça veut dire à peu près comme si vous allez au restaurant, manger avec un ami, et que vous lui dites « commande pour moi ». Et il vous commande de la pâté pour chien. Et vous lui dites « mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne veux pas ça ». Et il vous répondra « il fallait te décider avant. Tu m'as dit de commander, je commande ». On ne peut pas pleurnicher après coup. Et ça, c'est la responsabilité. Et c'est un peu l'idée que je me fais de la génération de Facebook, de laquelle je fais partie. Et Facebook est un outil extraordinaire pour
garder le contact, montrer des photos de vacances, se parler. Mais ce n'est pas un outil pour s'informer. Ce n'est pas un outil pour avoir des conversations politiques. Information, parlons de l'information. Information et responsabilité. Si j'en crois de nouveau la presse, dans les derniers mois de la campagne présidentielle, Trump a gagné, il y a eu plus de fausses informations, des hoax comme on les appelle, que de vraies informations qui circulent sur Facebook. Si j'en crois un article de Slate toujours, et du Huffington Post, la moitié des Américains s'informent sur Facebook. Qui d'entre nous, vraiment, fait l'effort du journal? Et je ne vous parle pas de la Tribune de Genève, que je salue ici, ou peu importe quel journal, mais je me dis, on a Facebook, on a Internet. Ça veut dire qu'on a accès au New York Times, à La Guardia, au Corriere della Sera, à des quotidiens du monde entier. Et qu'est-ce qu'on fait au lieu de ça? On passe 2000 heures sur Facebook. Et c'est comme ça, et ça fait partie de cette génération, je crois, dont on doit faire très attention et lui rappeler ses responsabilités, parce que c'est une génération qui ne comprend plus très bien. C'est une génération, par exemple, de Facebook, qui s'informe sur Facebook, une génération qui lit les articles sur Internet, une génération qui télécharge illégalement ses films et sa musique, et ce n'est pas une leçon de morale que je vous fais ici, c'est juste pour vous rappeler la responsabilité, une fois de plus. Parce que qu'est-ce qui se passe si vous ne vous informez pas? Ou qu'est-ce qui se passe si vous exigez, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous, la gratuité de l'information, et que vous exigez, en allant sur Internet, d'avoir accès à tous les articles possibles et imaginables? Et bien, ce qui se passe, c'est qu'on a des journaux, comme l'Hebdo par exemple, qui disparaissent. Voilà ce qui se passe. Et on peut pleurer après. On peut dire « Ah, mais c'est affreux, c'est la fin de l'Hebdo, qu'est-ce qu'on va faire? La presse se raréfie vraiment. » Mais combien pleurent la fin de l'Hebdo et combien parmi ces gens ont acheté l'Hebdo régulièrement? L'Apple Store, c'est 20 milliards de chiffre d'affaires par année. 20 milliards de dollars, pardon, de chiffre d'affaires. Ce que je viens vous dire, c'est qu'on va me dire ici, oui, mais quand même, l'Hebdo, c'est cher. Vous allez me dire, oui, mais les journaux, le matin dimanche, 4,50 $, et l'Hebdo, 4,50 $, je ne sais pas quoi. Et moi, j'ai envie de vous dire, mais 20 milliards de dollars pour un jeu de voiture, ou Candy Crush Saga, ou je ne sais pas quoi, et vous n'avez pas 4 balles pour acheter le journal. C'est la question que je me pose un peu sur cette responsabilité-là. C'est cette question que je me pose quand les gens, et j'en viens ici, décident de ne pas voter, de ne pas prendre leurs responsabilités, prennent connaissance de choses et puis se disent « c'est pas très grave ». Prennent connaissance, je reviens sur ça, excusez-moi, prennent connaissance du fait dont je viens de vous parler que Facebook diffuse des fausses informations. On le sait. Et mon problème à moi, c'est pas de me dire Facebook diffuse des fausses informations, ou Facebook, plutôt, je devrais dire, est un chaudron pour les fausses informations. Ça, c'est un fait. Mais c'est de me dire, et les gens ne vont pas faire l'effort d'arrêter de s'informer. C'est là où je vous parle de responsabilité. C'est-à-dire que Facebook, pour les élections en France, est en train d'essayer de mettre en place quelque chose pour faire en sorte que les fausses informations soient filtrées, je ne sais pas quoi. Mais on s'en fout qu'ils les filtrent. Il faut que les gens arrêtent de s'informer sur Facebook, un point c'est tout. Et je parle de votation en France, ou en Suisse, ou aux États-Unis. On a élu un président, Donald Trump, dont on va venir maintenant pleurer qu'il est terrible, qu'il va bannir tout le monde, qu'il a des idées affreuses, etc. Et on pourrait pleurer ensemble et se dire à quel point ce personnage est terrible, sinistre, raciste et épouvantable. Mais ce n'est pas ça qui me choque le plus, parce que ça, on le savait déjà. Ça, il nous l'a dit. Il est venu à la télévision pendant des mois nous le dire. Il nous a prévenus. Ce qui me choque le plus, c'est de me dire, ce type a tout fait pour ne pas être élu, il a été élu quand même. Et je me dis, ça, c'est la démocratie déresponsabilisée. Parce que, qu'il soit élu avec 90% des voix et que 99% des votants soient allés aux urnes, je me dirais, la démocratie a parlé. Et je serais inquiet de la démocratie. Je serais inquiet de me dire quel message terrible est allé jusque dans le cerveau des gens pour que la population en droit de vote, tout entière, soit allée aux urnes approuver cet homme-là. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On est à un faible taux. On a un taux pour la Suisse, c'est énorme. J'ai mes notes là, mais on est autour de 60% ou de 55% de participation aux États-Unis à l'élection présidentielle. En Suisse, on dit oh, 55%, dis donc, c'est beaucoup. 55% de personnes qui vont voter, ça veut dire 45% de personnes qui ne vont pas voter.
Ça veut dire que sur les à peu près 200 millions d'électeurs aux États-Unis, quand vous en avez 130 qui vont voter, il y en a 70 qui ne sont pas allés voter. Alors après, on vient pleurnicher, on va dire « Ah, mais c'est terrible, vous vous rendez compte, Hillary Clinton a gagné le vote avec 2 millions de voix en plus, le peuple voulait Clinton. » Mais on s'en fout de ces 2 millions, parce qu'il y a 70 millions qui sont restés chez eux, et c'est ça le problème. Il est là le problème. Il est le problème où on ne décide plus vraiment, on ne prend pas ses responsabilités. On se dit « Les gens, de toute façon, ne voteront pas pour Trump. » On se dit, oui, c'est vrai, Trump. Et ça, c'est des choses que j'ai entendues. Je vous invente rien. On m'a dit, oui, c'est vrai, Trump avait des idées ou des drôles d'idées, on le savait, mais les impôts. Il a promis de baisser les impôts, et ça, c'est très important. Puis il y a beaucoup de gens qui ont dit, moi, de toute façon, Hillary ou Trump, c'est la même chose, ce qui n'est pas le cas, mais Hillary ou Trump, c'est la même chose, je ne voterai pas. Ou beaucoup de gens qui ont dit aussi, de toute façon, il dit, comme beaucoup de gens, il fait des effets de manche et il promet beaucoup, mais il ne fera rien. Ou beaucoup de gens qui ont dit, mais de toute façon, c'est impossible parce que le Congrès ou le parti l'empêchera de faire tout ça. Mais non, il a dit qu'il le ferait, il le fait. Et tout d'un coup, les gens se réveillent et ils disent, ils font des marches, ils font des manifestations, ils vont dans les aéroports dire c'est affreux, ils mettent des banderoles en disant « Résiste, not in my name », mais il fallait résister avant, en allant voter. Ça sert à quoi de venir après de pleurnicher? Ça sert à quoi de venir après le 9 février 2014 55% de votants, non, pardon, 55% de la population en droit de vote est allée voter. Et ça sert à quoi le lendemain de pleurnicher en se disant « Mais comment c'est possible? Comment on a pu faire ça, etc. » Quand la vraie question à se poser, c'est de dire « Mais comment c'est possible qu'en 2017, en Suisse, 45% des personnes soient restées chez eux? Ou pire, soient restés chez eux en regardant leur courrier, l'office des votations, en disant « je remplis pas, je remplis, je remplis pas ». Ou de se dire qu'un pourcentage énorme de personnes qui veulent bien passer 2000 heures par année sur Facebook se disent « ouais, est-ce que vraiment je vais passer 1 heure pour me renseigner un peu sur les votations? Est-ce que ce que j'ai vu au feu rouge sur les panneaux ne suffit pas à me faire une idée? Ou est-ce que ce que j'ai vu pendant quelques minutes à la télévision ou entendu à la radio ne suffit pas? » Non, ça ne suffit pas. Et tout ça fait partie d'un tout ou d'un renoncement à notre responsabilité, à nous de nous dire « il faut voter, il faut faire attention à ça ». Et qui commence, je reviens à ça, qui commence à pourquoi du droit ou pourquoi pas du droit, parce qu'il faut commencer par décider pour nous-mêmes. Il faut voter pour nous, voter pour ce qu'on aime, soi-même, c'est-à-dire pour les chemins qu'on prend. Et ensuite, quand on est capable de s'occuper un tout petit peu de soi, de s'occuper de la société dans laquelle on vit, et de voter. Et je ne viens pas vous parler des idées, je ne viens pas vous demander si vos idées sont meilleures que les miennes, ou si vous votez plutôt comme ci ou plutôt comme ça. Mais je me dis, il faut commencer par voter. Il faut commencer par se prendre en main. On ne peut pas continuer à éternellement s'en remettre aux autres qui vont me dire si ce que je fais c'est bien, aux autres qui vont me dire ne deviens pas écrivain, c'est un métier qui ne sert à rien, me dire ah oui, non, c'est vrai, ils m'ont dit de ne pas faire ça, ou bien aux autres qui seraient capables de voter exactement comme je le veux, ce qui me permet à moi de ne pas voter. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un d'autre, dont je ne sais pas très bien qui il est, mais qui se promène par là entre vous, qui fera en sorte que ça marche. Mais combien d'élections ou combien de défaites personnelles est-ce qu'on devrait attendre pour qu'on prenne enfin notre responsabilité, celle qui nous incombe, de faire nos choix en âme et conscience, et de les dire aux autres, de dire « j'ai envie de faire du droit » ou « j'ai pas envie de faire du droit » et c'est mon problème, ou de dire « je vote pour un tel ou je vote pour un tel et c'est mon problème, mais je le fais ». Je ne reste pas assis par terre à attendre que le temps passe ou de voir s'il pleut ou s'il fait beau ou pas, parce que c'est ma responsabilité. Et ce sont des éléments très importants. Et je crois vraiment qu'on peut difficilement dire de quoi notre chemin sera fait. À ses parents qui me disent « mais oulala, mon fils, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a 19 ans, il ne sait pas quoi faire de sa vie, je dois le pousser à quoi? À rien. Laissez-le se planter. Laissez-le se tromper. C'est tellement important. » Que les parents s'inquiètent surtout de ce que leur enfant fait dans sa chambre sur Internet ou sur Facebook de nouveau. Mais c'est-à-dire que le danger, c'est ce qui se passe dans la chambre des enfants, qui sont confrontés sur leur iPad ou leur iPhone à des images de violence épouvantables ou de sexualité complètement folle, de pornographie ultra-violente, ou qui se font insulter en disant « tu verras, demain à l'école, on va te péter la gueule, etc. » Ça, c'est le danger pour les enfants. Ou pour les plus jeunes, je dis enfants, mais ça peut aller plus loin que l'enfance. Ça, c'est le danger. Là, les parents devraient se dire, ah, on est inquiets,
on est dans le salon, et aujourd'hui, en 2017, on est arrivé à un point où on ne sait plus très bien ce qui se passe dans la chambre de notre fils ou notre fille en haut. Ça, c'est important. Après, de savoir ce qu'il a envie de faire ou de ne pas faire, il le trouvera, il se plantera, et il ira voter, et il prendra ses responsabilités. Et c'est ça qui compte. Donc pour les parents qui sont là, j'avais envie de donner un message rassurant. Le message de vous dire, ne vous inquiétez pas, il se débrouillera très bien. Et moins vous vous occupez de vos enfants, en tout cas sur le plan scolaire, et plus votre enfant pourra trouver sa propre voie. Et qu'il n'y a pas de voie juste, ou qu'il n'y a pas de voie fausse. Et que ça me tourmente quand même, cette idée de me dire, mais pourquoi du droit si je ne suis pas avocat aujourd'hui? Ça voudrait dire que vraiment, on peut décider que d'une chose. Est-ce que tu vas faire du ski ou du tennis? Décide maintenant, tu ne pourras plus changer de voie. L'idée de cette ouverture d'esprit, l'idée qu'on n'étudie jamais assez, l'idée qu'on ne lit jamais assez, l'idée qu'on s'ouvre jamais assez à l'autre, l'idée qu'on pourrait toujours faire plus. Si ça, c'était quelque chose aussi qu'on pouvait prendre en compte pour soi, et que les études, que l'université, elle est là évidemment pour nous entraîner dans un chemin qui nous plaira plus ou moins, elle est là pour nous donner les bases d'un métier, elle est là pour nous inculquer une connaissance primordiale, mais elle est là d'abord pour nous, pour notre culture, pour notre savoir, pour devenir la personne qu'on sera. Et justement parce que notre chemin de vie, et c'est Steve Jobs qui le disait dans sa conférence qui est devenue célèbre, il expliquait que le chemin de vie, c'est pas quelque chose, on ne peut pas dire, alors je vais être avocat, donc je vais commencer par faire du droit, puis je vais faire ça, et puis ci et ça, et je vais me marier à tel âge, avoir des enfants à tel âge, et à partir de tel âge, je ferai ça, et puis après ma retraite à 65 ans. On ne peut pas voir comme ça, parce qu'on est sûr de rien. On peut faire le chemin de sa vie après coup. On peut essayer de comprendre, on peut essayer de se dire, pourquoi est-ce que j'ai fait ce que j'ai fait? Et puis de dire, ah, mais voilà. Pourquoi est-ce que j'ai fait du droit? Parce que ça me plaisait, mais ce n'est pas une réponse. Est-ce que, je peux me poser la question, est-ce que si j'avais échoué en première année ou en deuxième année, est-ce que si j'avais échoué, j'aurais poursuivi dans cette voie-là? Est-ce que je me serais accroché? Est-ce que je me serais dit, c'est ça que je veux faire? Comme je me le suis dit pour les livres, parce que je vous parlais du cours Florent avant, ça ne s'est pas bien passé. C'était un échec, mais qui m'a permis de me dire, au fond, c'est pas ce que je veux faire vraiment. C'est pas pour ça que je vis vraiment. Les livres, par l'échec, j'ai réalisé que c'était ça que je voulais faire vraiment. Le droit, par le succès, mystère total. Est-ce que si j'avais échoué en première ou deuxième année, comme je vous le dis, est-ce que j'aurais été capable de... ou j'aurais pu me dire c'est ça que je veux faire ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que j'aurais pu écrire autant que je l'ai fait? Est-ce que j'aurais pu trouver ma voie dans l'écriture sans le droit? Peut-être pas non plus. Peut-être que justement, outre le plaisir de la faculté de droit, mais est-ce que vraiment, au fond, j'ai pu trouver mon chemin dans l'écriture, dans l'échec de l'écriture, grâce au succès du droit? Probablement. Donc le droit mène à tout. C'est ça que je suis venu vous dire ce soir. Mais le droit, mais la médecine aussi, ou la chimie, ou les études universitaires ou pas, tout mène à tout. À une condition, je crois, à une seule condition très importante, la responsabilité. La responsabilité de ce qu'on fait, de qui on est. La responsabilité de réussir, au fond, de se donner les moyens de le faire, et la responsabilité de l'échec, qui va nous permettre, comme je vous le disais avant, de nous remettre en question et d'essayer de comprendre. Et cette valeur-là, cette valeur de l'échec, au fond, elle rejoint celle, ou peut-être qu'elle est sublimée par celle, et je voudrais finir avec ça, par celle de l'exigence. Et je crois que quoi qu'on fasse, tant qu'on est capable d'être exigeant avec soi-même d'abord, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, dans les chemins qu'on prend, ensuite envers les autres, et ensuite envers la société dans laquelle on vit, se dire « je ne veux pas d'un monde comme ça », se dire « je ne veux pas d'un monde qui ne vote pas à 45%, et peu importe ce que les 55% votent, je ne veux pas d'un monde comme ça », et d'être capable d'amener cette exigence pour nous sortir du chemin dans lequel on est, ou pour le mesurer, et qui nous permet de savoir si vraiment on est sur la bonne voie, pas parce qu'il y a les likes des autres, pas parce que les autres approuvent vraiment, pas parce qu'on nous dit « oui, c'est ça », mais parce que c'est ce qu'on ressent au fond de nous, c'est le plus important. Et c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Le droit mène à tout, il m'a mené à vous ce soir, et il vous a mené à moi, et je dois dire que rien que pour le plaisir d'être ici, devant vous, devant cette salle, ce soir, ça valait vraiment le coup d'avoir fait 5 ans de droit à l'Université de Genève. Et je serais très heureux maintenant de vous laisser un peu de place et de pouvoir échanger avec vous si vous avez des interventions ou des questions à poser. Merci beaucoup.